J'ai écrit le roman de Massachusetts, qui a été publié par Asphalt Éditions et par Folio SF. Et le roman Conte court, qui a été publié aussi par Asphalt Éditions, avec la traduction d'Hélène Serrano. Comment vous qualifieriez le genre de vos romans? Pour moi, ça c'est une question que j'ai commencé à penser surtout après la publication en France, je pense, parce que en Argentine, il n'y a pas un marché de l'édition des livres de science-fiction. Alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup de romans qui soient lus comme des livres de chair. Même quand ils peuvent être associés à la science-fiction. Mais ici, il y a beaucoup de collections, beaucoup de festivals. Depuis les premiers moments, les romans ont reçu des lectures qui parlaient avec une orientation de chair littéraire, de science-fiction. Pour moi, c'est un honneur, j'adore la science-fiction. Je remercie aussi le travail des éditeurs et la confiance de publier un roman qui n'est pas de science-fiction de manière pure, qui n'est pas non plus un roman classique de zombie, même quand il y a un personnage zombie. Que le roman soit publié dans ces collections, pour moi, c'est un plaisir et aussi je remercie beaucoup la confiance d'un éditeur pour le publier là. Et je pense qu'il y a des lecteurs qui peuvent aimer le roman beaucoup et qu'il y a d'autres qui peuvent se sentir déceptionnés, déçus, qui peuvent se sentir déçus de ne trouver pas un roman classique de science-fiction, un roman classique de zombie. Pour moi, ça c'est très intéressant aussi. Justement, sur ce vocable de réalisme magique, on l'utilise beaucoup en France pour parler de la littérature d'Amérique latine. Est-ce que c'est un vocable qui existe en Amérique latine? Est-ce qu'on parle de réalisme magique aussi? Pas beaucoup encore. Il était une idée très très forte pendant les années 60 surtout, par le phénomène littéraire qui s'appelait le boom latino-américain. Des arrivants comme Garcia Marquez, Cortázar, Carlos Fuentes, estoy olvidando de muchos, pero pardon, je commençais à parler. Il y a beaucoup de ces écrivains qui ont été très très importants, très lus pendant les années 60, 70. Je pense que maintenant cette idée, même ce n'est pas une idée très, comment on dit, c'est pas ce qu'on utilise pour qualifier votre littérature. C'est un regard très français sur l'Amérique latine finalement. C'est ça que vous... Oui, mais pour les Argentines, peut-être pour quelqu'un être qualifié comme réalisme magique peut être pas très bon. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Moi, je pense que l'idée du réalisme magique comme un mouvement littéraire pour beaucoup de écrivains contemporains n'est pas très prestigieux. Ce n'est pas une littérature très aimée maintenant. Quelle est l'utilité du fantastique? Pour moi, ce n'est pas, je pense, ce n'est pas
une choix et c'est une chose un peu naturelle. C'est la littérature que j'aime, que j'ai lu le plus. Et quand j'écris, je finis toujours avec un monde un peu fantastique, même quand j'essaie d'écrire une histoire plus réaliste. Il devient toujours une chose plus fantastique. Et je pense que ces rencontres entre le réalisme et le fantasy dans les romans a été la première idée de Massachusetts même. Parce que en réalité, ce que j'ai voulu écrire était une nouvelle avec ces situations initiales, de rencontre entre un personnage d'un film un peu bizarre des années 80 et l'enfanter avec ces personnages très réalistes de Buenos Aires, très propre de la classe de ville où je suis né, où j'ai habité la plupart de ma vie. Et comme des personnages très proches pour moi, c'est retraite. Vous parlez des femmes qui entourent la zombie, les femmes institutrices, anciennes institutrices, classe moyenne. Oui. D'accord. En général, le monde des institutrices, l'école, pour moi c'est très intéressant. Et j'aimais commencer à nouvelle avec ces rencontres de ces personnages d'un film ancien et dans un autre moment de sa vie, et avec ces personnes très proches pour moi. Et c'est pour ça, je pense qu'après, il y a toujours il y a les retours entre le réalisme et puis le fantastique. Oui. Que représente la mort pour vous comment vous l'utilisez qu'est-ce que ça reflète? C'est le miroir de... Voilà, qu'est-ce que ça vous permet? Sur quoi ça vous permet de jouer dans vos livres? Je pense que la mort a une présence très présente dans la vie du banlieue de Buenos Aires. C'est parti de Buenos Aires qui s'appelle Conurbano. Ce sont des quartiers qui en général ils ont une image de violence très très forte. Il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de vols, beaucoup de morts aussi, beaucoup de drogue. Mais alors, si tu vois la télé, tu lis le journal, et tu as toujours l'idée, la présence de la mort dans ce quartier. Il y a beaucoup de peur, une sensation de peur continue. Que même quand ce sont des quartiers un peu dangereux, ils ne sont pas, je pense, si dangereux comme on imagine en réalité. Ils ne sont pas très différents de la ville de Buenos Aires proprement dit. Donc c'est les représentations qu'on en a aussi, qui sont teintées de peur et de morbidité. Ils ont l'idée de que voyager au banlieue de Buenos Aires, c'est comme voyager à l'enfer. Ça c'est son caractère, c'est un peu une opposition à
la convention, une situation plus habituelle au roman du zombie, où c'est les humains qui doivent survivre aux morts vivants. Et maintenant, c'est les zombies qui est un peu la victime toujours des humains et qui doit survivre des autres. Et, trash dans le film The Return of the Living Dead et d'une femme jeune et très, très belle qui danse dans le cimetière nu. Pour moi, quand j'ai commencé à l'écrire, je voulais le prendre dans un autre moment de sa vie, dans une situation absolument contraire à celle du film, plus grotesque. Et du coup, ça la rend très humaine. Oui, oui. Je voulais que dans son personnage existe aussi ce contraste entre les grotesques et ce sentiment plus humain aussi, comme des autres contrastes dans les romans. Ce passage où elles partent avec Béatrice, qui va mourir, qui est très malade, qui lui avoue à elle d'ailleurs, ce moment où elles partent donc en camion, elles se retrouvent dans le désert, c'est comme un temps en suspension. Je le trouve magnifique en fait avec ce duel et la portée poétique au fait de Trash qui mange, qui finit par manger Béatrice et le chat dans la foulée. Mais c'est un moment que vous avez voulu particulier dans le livre, ce moment de fuite hors de la ville. Oui, quand je l'écrivais, il y a des fois où je pense que l'écriture continue un peu influencée par la musique. Et je pensais, je ne sais pas, j'écoutais quelques disques de Neil Young en ce moment-là, et j'imaginais un voyage un peu une sorte de road movie pour un petit passage du roman. Et j'aimais de faire ça avec Trash et l'autre personnage. Je voulais faire ce petit voyage comme une sorte de pause dans le roman, qui est très frénétique, toujours, tout ce qui se passe. Et oui, comme vous disiez, un coup de pause dans l'histoire. Dans les deux romans, vous dépeignez une société argentine complètement anomique, hystérique, superficielle. Les amis se trahissent entre eux. Les 5 femmes, c'est l'horreur dans Massachusetts. La famille, dans le côté court, qui enferme la grand-mère dans la cave avec le prisonnier. Où est la réalité et où est le grotesque? Où en est la société argentine par rapport à ce que vous en écrivez? Massachusetts surtout, je l'écris, je pense, avec l'air qui avait en ce moment en Argentine, après la crise de 2001. Et je pense qu'il a été le phénomène plus important, au moins symboliquement, plus important dans la politique. Pour ma génération de survivants, qui nous n'avons pas vécu la dictature militaire, nous n'avons pas vu la guerre du Malvines. Je pense que le premier phénomène politique important pour nous a été
cette crise parce qu'il y a eu une vraie destruction du pays, mais pas seulement économique, beaucoup décidé autour de l'Argentine. Nous croyons que nous étions part du premier monde. Nous croyons aussi que l'Argentine était un pays plus proche à l'Europe qu'à la totalité de toute Latine-Amérique. Et alors je pense qu'avec la crise, tout a changé. Volé en éclats. C'était terrible, la pauvreté, le champ qui a perdu l'argent dans le banque, qui a perdu du travail. C'était une situation très apocalyptique pour nous. Et je pense qu'il y a beaucoup de romans dans ce moment-là qui ont cet air un peu sceptique et sans espoir, parce qu'on ne voyait pas une sortie pour ces situations. Est-ce que c'est le chaos final de Massachusetts? Est-ce que c'est ce symbole de la crise? Oui, je pense que tous les romans, la mort, le pessimisme, les valeurs, les sentiments plus négatifs dans les romans, je pense qu'ils sortent tout de ces esprits très négatifs de l'époque. Et qui était le vôtre aussi, donc. Oui. Avec beaucoup d'humour quand même, hein, donc vous aviez déjà le recul finalement. Oui, je pense que c'est la seule possibilité de continuer. Vous faites une peinture acidulée des classes sociales. Dans Massachusetts, notamment, le personnage de Dora est très intéressant puisqu'il va passer d'une classe à l'autre et tout le monde y passe à votre humour corrosif, donc personne n'en réchappe. Je ne voulais pas en fait écrire une sorte de parodie. Je n'aime pas beaucoup l'idée de parodie avec l'intention de me moquer de quelque chose. Je trouve très intéressant ce phénomène qui ont dit populaire, par exemple les chanteuses de musique de cumbia. Je le trouve très intéressant pour trouver un optique de raconter notre histoire. Je pense que avec le personnage de Dora, ce qui passe, que dans ce moment-là, il y avait, par une partie, il y avait beaucoup de solidarité entre les gens. Mais je pense qu'en Argentine, il y a toujours, et même maintenant, la situation contraire qu'on veut savoir, quand tu as un vivre un peu plus facile, quand votre activité commence à marcher très bien, vous oubliez les autres, vous oubliez ce lieu où tu as été né, ce que fait Dora avec ses amis et les autres. Je pense que même pour la société en général, on proteste seulement quand il y a quelque chose qui nous affecte d'une manière très personnelle.
Mais si ça affecte des autres, ce n'est pas le problème, c'est le problème des autres. Ah, ça c'est assez drôle parce que dans le livre on croise plusieurs manifestations. Alors il y a la manifestation pour le viol, c'est comme ça que le dit le fils de Saavedra, parce que lui, en fait il sait à peine pourquoi il manifeste, ce qu'il dit à son père, je manifeste pour le viol, oui il se trompe dans l'énoncé. Il y a les écolos contre les vitrines réfrigérées des pingouins, et puis il y a le sport. Même la mobilisation de l'énergie collective, elle est absurde. Oui, ouais. À ce moment, les manifestations étaient un des phénomènes quotidiens. Toujours, la ville était coupée. Il y avait des barrages. Il y avait des barrages pour les manifestations, mais c'était une folle. Il y avait toujours des manifestations dans tous les lieux du pays. C'était un phénomène très très quotidien. Je voudrais parler un petit peu de côté court. Et ça vous est venu d'où cette idée de l'antenne Faune-Marque avec ce regard panoptique comme ça, à la Michel Foucault, de surveillance de tout le quartier autour? Ça vous est venu comment? Le roman, je l'ai commencé à l'écrire comme des nouvelles indépendantes. Je voulais avoir des histoires indépendantes, mais qu'en même temps, elles essayent d'une chose proche, en contact. Et comme il passe dans les maisons de ces quartiers de banlieue de Buenos Aires, tu es très proche de la vie des autres, surtout par les contacts de côté court. On écoute tout qui passe à la maison, dans la maison de notre voisin. Et en même temps, les gens qui habitent là se connaissent entre eux. Et ce n'est pas très habituel à la ville de Buenos Aires. On habite dans un bâtiment et peut-être on ne connaît pas ceux qui habitent à côté de nous. Mais dans ce quartier, ce n'est pas possible d'avoir une vie très, très indépendante. Il y a beaucoup de relations. Pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est comme ça. Alors, je voulais écrire des histoires qui reproduisent ces contacts humains qui sont proches, qui sont indépendants, mais en même temps, ils ont beaucoup de contacts et des choses en commun entre eux. Donc il fallait un œil au-dessus pour décrire. Oui. Finalement, c'est vous à l'antenne Faune-Marque. C'est l'auteur. Oui, c'est vrai. Mais bon, je pense que le Faune-Marque, c'est le nouveau dieu de la vie quotidienne, que c'est la technologie. Et comment toute notre vie est médiatisée par notre téléphone, par Internet. Je pense que c'est pour moi, c'est surprenant comment toujours on peut trouver le côté plus négatif de la technologie. Voilà. Quelle est l'importance de cette figure animale en Argentine et dans la littérature argentine et dans vos romans? Je pense que la question animale, c'est présent comme une figure de la violence. Se battre avec des chiens ou des autres animaux. C'est très présent avec cette idée, je pense, de représentation de la violence.
ou des sentiments plus primitifs du son. Et je ne sais pas si c'est présent dans la littérature argentine. Et pour moi, c'est très intéressant. J'aimerais écrire quelque chose avec seulement des animaux. Et oui, je pense que les animaux sont très présents dans la vie du quartier, de banlieue, mais aussi au Buenos Aires. La seule chose pour moi plus surprenante, comment maintenant la relation des hommes et chiens a changé si radicalement, où l'homme est presque il est en service de ce chien. C'est comme si les chiens et les maîtres maintenant. Il y a une relation de pouvoir à l'envers.